Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au CIP, le Challenge International de Paris, l'épreuve historique de fleuret, la Coupe du Monde tant convoitée par tous les fleurettistes mondiaux. Pour la suivre, eh bien, nous avons le champion olympique d'Athènes, celui qui a remporté l'épreuve ici même en 2002, c'est Brice Guyart. Salut Brice. Bonsoir à toutes et tous. Alors un Coubertin qui va être chaud bouillant, d'autant plus que nous avons un Français qui a réussi à se hisser en demi-finale. Et quel Français, le champion du monde en titre. Ouais, carrément, c'est bien pour Enzo Lefort, champion du monde en titre, qui prépare sa saison olympique, parce qu'évidemment les Français pour les Jeux de Tokyo, ils sont là pour aller chercher des médailles, et c'est important sur une saison olympique de montrer qu'on peut monter sur les podiums, qu'on est là pour la gagne, que ce soit individuellement ou par équipe. On se retrouvera demain pour ça, mais non, c'est très bien que ce soit Enzo. Et puis on le voit pas là, mais les Français ont été très forts aujourd'hui, jusqu'en quart de finale, hein. Il y en a eu 3. Là on le voit, ouais, effectivement on le voit sur le tableau, avec un match fratricide entre Enzo Lefort et Erwan Le Péchou. Ça s'est fini à une touche, 14 partout. Ah, un match magnifique. Et voilà, non, c'est bien de les voir à ce niveau-là. C'est bien de voir que voilà, ils sont forts, ils arrivent dans ce carré final. Et puis un Maxime Potti aussi, qui a montré aussi de bonnes choses aujourd'hui, qui est tombé sur l'Italien Garozzo, hein, qui est champion olympique en titre à Rio, et qui a eu un peu de mal là sur cet escrime là à s'adapter. Mais voilà, on a des guerriers là, on a des Français bien guerriers. Et ouais, c'est pas la même saveur, c'est pas la même ambiance qu'en 2019. Vous avez pu suivre d'ailleurs la compétition en direct sur la chaîne L'Équipe, parce qu'il y a une qualification olympique et ils ont les crocs, les Français, forcément, avec Enzo Lefort justement, qui va disputer cette demi-finale dans quelques instants. Je vous propose de découvrir un portrait. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien regardez le portrait réalisé, le portrait d'Enzo Lefort, le champion du monde. C'est quelqu'un de très taquin, Enzo Lefort, dans la vie. La photographie, je fais pas mal de photos argentiques. Ma petite fille. Ouais, bon, avant qu'elle naisse, je disais que je serais pas un papa gâteau, c'est loupé. J'aime pas faire la queue, honnêtement, à part force de cas majeure, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, la queue, alors que je peux éviter d'en faire. Après l'escrime à pratiquer, j'aime bien le volleyball, le beach volley particulièrement. Après à regarder, j'aime bien le basket, je suis beaucoup la NBA, j'aime bien voir ce que le pose devant, et il se passe tout le temps des trucs. Manchester United qui remporte la Ligue des Champions en 1999. Ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 89e minute, et ils remontent et ils remportent la Ligue des Champions 2-1 contre le Bayern de Munich. C'est la flèche sous le bras, donc c'est-à-dire que c'est une action où je pars en courant et je finis sous le bras. Je vais botter en touche. Non, mais j'ai plus d'affinité avec Max parce que on est en chambre, en fait, on est coloc et on aime tous les deux le basket. On se compare d'ailleurs tous les deux à James Harden et Russell Westbrook. Je vous laisse deviner qui est qui. Et oui, Enzo Lefort qui l'a dit en introduction, dans l'introduction de son portrait, qui vient d'être papa. C'était il y a quelques mois, ça va peut-être lui donner encore plus des ailes pour aller chercher une nouvelle victoire ici au CIP, puisqu'il s'était imposé. C'était en 2014 et c'était au début un petit peu de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'Enzo Lefort pouvait aller très très loin. Effectivement, ouais, en plus il montait bien à ce moment-là, il était dans le top 5 mondial. On s'est dit tiens, pourquoi pas, il peut faire une médaille aux Jeux à Rio. Alors il en a fait une, hein, médaille d'argent par équipe, mais vraiment individuellement Enzo, il a les moyens, et il l'a prouvé en 2019 puisqu'il fait champion du monde, donc il a les moyens sur un grand championnat et sur les Jeux d'aller chercher une médaille. C'est pour ça que ce soir à Coubertin c'est important, parce que en face de lui ce seront des prétendants à la médaille aussi aux Jeux de Tokyo, et il faut pouvoir leur montrer. Il faut laisser des cicatrices chez les autres là ce soir. Et ça va pas être facile, hein, parce que Nikitkin, il ne l'a jamais tiré. Enzo Lefort, le numéro 3 mondial, face au numéro 10 l'américain, et puis Alexei Chereminizov face à Daniele Garozzo, le champion olympique. Ça promet. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour le début de la première demi-finale. Restez avec nous.
Dans quelques instants, la première demi-finale entre Alexei Chereminizov, le moscovite, celui qui s'était illustré notamment lors des championnats du monde en 2014 du côté de Kazan. Le double champion d'Europe affrontera Daniele Garozzo, le champion olympique en titre, le numéro 9, face au numéro 4 mondial, Daniele Garozzo, qui est toujours aussi régulier, mais qui a eu un petit peu de mal à se dépêtrer de ses adversaires tout au long de ce CIP 2020. Ouais, mais globalement, les Italiens, on l'a vu, ils ont tous quand même eu du mal à démarrer leur match. On a vu un autre Italien là qui, malheureusement, on le retrouve pas sur le carré final, mais c'est Focconi, le numéro 1 mondial. Et ouais, on l'a pas précisé, mais Alessio Focconi, le vainqueur sortant, a été éliminé un petit peu plus tôt. Ouais, le double vainqueur, il avait gagné 2 années de suite, Focconi, donc là il perd quelques points, mais bon, il reste numéro 1 mondial. Mais les Italiens, ouais, ils ont un peu plus de mal, ils sont un petit peu moins dominateurs quand même, ils se font un peu plus challenger. Avant, ils dominaient leur match, ils les gagnaient largement. Aujourd'hui, ils sont un peu plus attaqués, que ce soit individuellement ou même par équipe. Et vous verrez aujourd'hui, les deux grosses nations fortes par équipe, hein, c'est les Américains, les Français, et puis derrière vient les Italiens et les Russes. Ça a bougé, hein, en 2-3 ans là, ça a basculé un peu. Alors ça se joue à pas grand chose, mais quand même, petit retrait de l'Italie. Et vous allez avoir l'occasion aussi de suivre le par équipe. Demain, soyez avec nous, le grand rendez-vous de l'escrime en France pour cette Coupe du Monde, avec l'épreuve individuelle aujourd'hui et l'épreuve par équipe demain. C'est vraiment le rendez-vous incontournable, Brice, ici à Coubertin. On n'en fait pas des tonnes lorsqu'on présente cette manche de Coupe du Monde comme la plus belle de l'année, comme belle, tout simplement. Ouais, tout simplement, parce que c'est celle qui réunit déjà le plus de spectateurs. En général, là on est peut-être à au moins 3000 personnes, je pense, sur Coubertin. Ça réunit le plus de tireurs aussi, donc le niveau est vraiment très élevé. Et puis on a mine de rien une expérience des athlètes pendant cette épreuve qui est bonne, avec voilà, c'est rare d'être en épreuve de Coupe du Monde tout au long de l'année, d'être présenté, être mis en avant et mis en valeur comme ça. Donc c'est valorisant pour les athlètes, et c'est une forme aussi de répétition, parce qu'au jeu c'est la compétition où on en prend plein les yeux, où le plateau est magnifique, la photo et la réalisation est dingue, et donc voilà, on sent qu'on est sur la compétition ultime. Donc souvent ça peut déstabiliser, et c'est vrai que c'est bien d'avoir une épreuve de Coupe du Monde comme ça, qui est une mini répétition de ce qu'on pourrait retrouver aux Jeux, même si les Jeux c'est encore au-dessus. Et ça tombe bien, les Jeux Olympiques c'est dans quelques mois, et la grande répétition elle se fait en France aujourd'hui à Paris avec ce CIP 2020. Daniele Garozzo, l'italien, face à Alexei Chereminizov, le russe. La première demi-finale donc, avec deux tireurs qui ont une expérience incroyable, très expérimentés, même si ces deux garçons ne se sont pas beaucoup rencontrés lors de leur précédent combat. Nous avons Nikitkin qui est entré en piste, et Enzo Lefort devant son public, celui qui est licencié à Melun, ici à Coubertin. Il connaît bien cet antre, il s'est imposé en 2014. Il a la pression aujourd'hui, mon cher Brice. Ouais, il a un petit peu, il a de la pression déjà. Je pense que d'être sur le podium, sur le début de sa saison, il a été champion du monde, il a fallu digérer ce titre-là. Il est passé par 2 épreuves de Coupe du Monde avant ça, à Tokyo et à Bonn. Il a réussi à faire un quart de finale, je crois. Enzo peut-être à Tokyo. Donc là, ça lui fait du bien quand même de monter sur un podium. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit de la pression. Ouais, il va être encouragé, il va être porté, il va être boosté. Ça lui permet au niveau des Français de remarquer aussi des points, de monter sur un podium. Donc parce que les Français, on ne peut pas imaginer qu'ils ne seront pas au jeu, mais qui va constituer cette équipe? Et là il y a bataille en interne, parce qu'il y a Enzo Lefort, il y a Erwan Lepéchou, il y a Maxime Poty, il y a Julien Mertine, et puis il y a des petits jeunes qui poussent derrière. Donc Et vous croyez qu'Aymeric Loh, le sélectionneur, pourrait ne pas sélectionner un tireur comme Enzo? En tout cas, la règle en France, c'est que le premier au point, donc ils ont 5 Coupes du Monde sélectives, les Français, pour se départager, et celui qui
qui rapporte le plus de points. Donc le premier au point est sûr d'aller au jeu. Et donc c'est ce qui s'est passé. Moi en 2000, à 19 ans, personne ne me connaissait, j'étais junior. Et puis je suis arrivé comme ça, j'ai gagné l'épreuve de Coupe du Monde. En France, c'était pas le Challenge international de Paris, mais à l'époque on organisait 2 Coupes du Monde. Et je suis passé premier au point. Et d'un seul coup, régulière c'est qui je sais pas, mais on va devoir faire avec. Donc ça peut arriver. Mais bon, aujourd'hui, c'est très difficile pour un jeune là, français de refaire ça. Et les tireurs français qu'on retrouvera tous, là, les 4 qu'on retrouvera demain par équipe, c'est quand même très au-dessus. Alors en revanche, en ce qui concerne le par équipe, on peut déjà le dire, on va en parler bien sûr tout au long de la journée de demain, mais les fleurettistes français sont sûrs d'aller à Tokyo l'été prochain parce qu'ils ont remporté tout simplement la dernière manche de Coupe du Monde et ils sont numéro 2 mondial. Exactement, ils ont suffisamment de points pour être qualifiés, mais c'est quand même hyper important pour eux demain parce qu'il faut aujourd'hui... ils vont être, les Américains sont premiers et les Français deuxième. Et c'est très important de rester 1 ou 2 au classement parce que ça permet au moment des Jeux d'avoir un premier tour en quart de finale par équipe qui est plus accessible. Donc hyper important de soigner son indice et de rester à cette première ou cette deuxième place. Donc non, ils jouent aussi beaucoup parce qu'une médaille, ça ne se gagne pas que le jour J, ça se prépare. Alors vous savez tout concernant le pédigré de chacun, concernant les enjeux. On va rappeler brièvement, Brice, on l'avait fait déjà l'année dernière, mais c'est important de lui rappeler pour ceux qui découvrent cette arme, le fleuret. Il y en a 3 dans l'escrime et vous allez nous les donner et nous expliquer un petit peu la particularité de cette arme qu'on dit conventionnelle. Carrément. Alors l'escrime, c'est le sport qui regroupe 3 disciplines qu'on appelle 3 armes. L'épée, le sabre et le fleuret. Là on est au fleuret, c'est une arme de pointe, vous voyez, hop, ils se sont touchés avec la pointe pour tester l'appareil et on doit toucher déjà la surface valable. La surface valable, elle est délimitée par la cuirasse électrique métallisée, la surface un peu plus grise que vous allez voir quand on sera un peu moins en contre-jour. Donc c'est le tronc, le ventre, les épaules et le dos et une petite partie du masque au niveau de la bavette. On touche avec la pointe et c'est une arme de convention parce que vous allez voir qu'il y a un dialogue qui s'installe, il faut attaquer son adversaire et il faut se défendre. C'est pas le premier qui touche qui marque le point, contrairement à l'épée. L'épée, il n'y a pas spécialement de règles. On peut toucher partout avec la pointe et dès qu'on touche, on marque un point. Et si les 2 touchent en même temps, chacun marque un point. Au fleuret, ça se passe pas comme ça. Il faut prendre l'initiative, d'aller vers l'avant, d'attaquer. Et du coup, pour se défendre, soit il faut faire tomber l'attaque de son adversaire dans le vide, soit il faut effectuer une parade. Donc en tapant la lame de son adversaire et ensuite riposter. On reprend la priorité. C'est exactement ce que vient de faire Daniele Garozzo sur une attaque de Sheremezinov. Il a fait effectuer une parade et il a ajusté sa riposte qu'il a réussi à placer en zone valable. Un partout. C'est un petit peu comme dans un dialogue entre personnes civilisées. Vous prenez la parole et une fois que la personne a terminé de parler, c'est à ce moment-là que vous pouvez lui répondre. Exactement, mais on peut couper la parole aussi. On peut couper la parole, d'accord. Donc c'est l'intérêt là aussi, c'est la prise de fer, elle vient un peu couper la parole. Mais c'est ça, et puis il y a un arbitre central. C'est ce qu'on appelle la parade. Exactement, et l'arbitre central est là pour déterminer qui a le dernier mot. Donc des lampes de couleur qui indiquent qu'on a touché en surface valable et des lampes blanches qui indiquent qu'on touche en surface non valable. Donc surface non valable, c'est ce qui reste, on voit les bras en blanc, les jambes en blanc et une partie du masque, le grillage du masque notamment. Allez, cette première demi-finale, Daniele Garozzo face à Alexei Sheremeninov avec l'avantage pour l'instant pour Daniele Garozzo, 2 touches à 1. Alors, il n'y a qu'une seule lampe. C'est Daniele Garozzo qui avait la dernière parade. On voit là à gauche, il fait la parade et il va vouloir riposter dans le dos et il ne touche pas. Et Sheremeninov a eu le temps de placer sa remise. Il est le seul à allumer. L'attaque part de droite du Russe. On voit c'est lui qui part en premier vers l'avant, mais il a la pointe un peu extérieure. Il a du mal à revenir à l'intérieur et on voit que Garozzo, entre-temps, a réussi à mettre sa pointe sur la cible. Il est seul à toucher en contre-attaque. 3-2. Alors, comme vous pouvez le constater, 3 manches. Le premier arrive en 15. Dans les phases finales,
Et s'il y a égalité, donc entre les deux fleurettistes, il y aura ce qu'on appelle la mort subite. Ouais, ça arrive souvent au fleuret. Égalité à la fin du temps. 1 minute pour se départager avec une priorité donnée à l'un des tireurs en cas de s'il n'y a pas de touche. Et là, Garozzo a demandé 2 juges de main supplémentaires, donc 2 arbitres qui vont devoir contrôler si le tireur adverse n'utilise pas son bras non armé pour se protéger. Donc il pourrait mettre son bras non armé devant la surface valable pour essayer d'éviter une touche. Or c'est interdit, on a le droit de se protéger avec son bras armé, ça c'est autorisé, mais pas le bras non armé. On ne peut pas faire de parade avec, on ne peut pas le mettre devant la surface valable. Et on a le droit au recours à la vidéo. Exactement. Attaque, parade, riposte, là, c'était très clair. Garozzo qui attaque, il est paré, la riposte du Russe touche. C'est du 50-50 entre les deux fleurettistes qui se sont rencontrés ces derniers temps à l'échelon mondial, avec une victoire partout. Et on va voir donc dans ce challenge international parisien qui va prendre l'ascendant entre l'Italien et le Russe. Ne manquez surtout pas, juste derrière, la deuxième demi-finale qui opposera donc le vainqueur de cette première demi-finale. Et dans la deuxième, un Français, Enzo Lefort, le Guadeloupéen licencié pas très loin d'ici, du côté de Melun. Je ne sais pas s'il a pris les transports en commun pour venir à Coubertin. Peut-être a-t-il fait, comme vous, plutôt du vélo. Non, on habite dans le même quartier. Il habite dans le 11e à Paris. Et voilà, son club c'est désormais Melun, mais il habite pas là-bas. Il s'entraîne à l'INSEP et puis de temps en temps, il passe évidemment au cercle d'escrime de Melun. Et Enzo Lefort sera opposé donc à Nikitkin juste après le Français pour aller chercher, eh bien pourquoi pas, dans un premier temps, une finale. Et pourquoi pas le Graal, la victoire ici en Coupe du Monde. Allez, Garozzo, l'Italien à gauche, qui met un peu de pressing. Mais attention, il est paré. Pas de touche au final. Garozzo qui a mieux entamé son match aujourd'hui. C'était un petit peu plus difficile pour lui, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Un petit peu plus difficile face aux autres adversaires. Après, ils se connaissent très bien les deux tireurs, même s'ils se sont rencontrés que 2 fois en individuel, par équipe à chaque fois. C'est très souvent qu'il y a des matchs Italie-Russie dans le carré final, donc ils se connaissent quand même très bien. L'attaque touche directe, elle est mal parée, on va peut-être le voir au ralenti. C'est le Russe à droite qui déclenche l'attaque. L'Italien essaye de parer, mais pas suffisamment, et la pointe du Russe arrive en surface valable. Et alors là, c'est l'Italien qui commence à aller vers l'avant en premier, mais il va se bloquer, il va s'arrêter dans sa phase offensive. Et c'est finalement Cheremissinov qui avait la priorité sur la préparation. On va voir. Ça a été... Garozzo a demandé l'arbitrage vidéo. Garozzo estime qu'il continue d'aller vers l'avant sans s'arrêter et qu'il exécute correctement son action. On va voir. Daniele Garozzo qui a éliminé un petit peu plus tôt Maxime Potti en quart de finale. Il a éliminé aussi le vice-champion olympique à Londres en 8e, Abou El Kassem, l'Égyptien. Là, c'est le Russe qui s'est bloqué. Et ensuite, ça permet à Garozzo de repartir en fait. C'est assez subtil, mais Cheremissinov va vers l'avant. Mais il s'arrête. Et ça permet à Garozzo de repartir. Allez, pour moi, c'est l'attaque du Russe qui touche. Garozzo demande une parade riposte, mais j'ai pas vu de fer, en tout cas très peu. Non, pour moi, c'est l'attaque qui touche directement. Garozzo pensait avoir quand même effleuré l'arme de son adversaire, mais c'est pas suffisant. Il faut quand même, dans l'exécution, il faut quand même montrer qu'on fait une parade. Et Cheremissinov qui est au combat là, puisque on le voit, c'est lui
qui met la dernière riposte, la main haute. Ça lui permet de casser son poignet et d'aller chercher la cible ventrale. Une prime, comme pour les puristes. Prime, c'est une main haute et une pointe qui redescend. Alors ça demande bien sûr l'escrime d'avoir tout un tas d'automatismes. Ça demande énormément d'intelligence dans le jeu, dans la lecture du jeu de son adversaire également, mais ça demande bien évidemment des qualités physiques énormes, puisque ces fleurettistes sont levés depuis très très tôt. Et là on assiste aux demi-finales, mais ils ont réalisé beaucoup de matchs avant de se hisser en demi-finale. Et alors, et même pour certains depuis la veille, mais les 4 tireurs qu'on retrouve là sont tous dans le top 16 mondial. Donc ils ont commencé eux ce matin, en tableau de 64, donc en 32e de finale. On a du mal à se rendre compte à la télé. On a l'impression que là c'est très léger, très aérien, mais quand on est au bord de la piste, on voit les impacts, on voit la dureté, on voit ce que ça demande sur la reprise d'appui. C'est une piste qui fait plus de 14 mètres de long. Il y a pas mal d'allers-retours, donc il y a pas mal de kilomètres de fait dans la journée. Et non, c'est que ça reste un sport de combat traumatisant. On prend des coups. Alors, il n'y a rien de. Voilà, on est bien équipé, hein, et puis quand on fait de l'escrime, on a l'habitude de les absorber, mais quand on est au bord de la piste, on se rend un peu plus compte. Et quand on met une tenue et un masque, c'est là ça prend une autre dimension. Il y a une véritable charge émotionnelle et d'adrénaline. Parce que voilà, c'est un sport qui se joue au point. Et plus le match avance, et plus on peut avoir un excès de confiance ou bien douter. Tout ça, il faut le prendre en considération. Et il faut bien sûr réussir à faire jouer toutes ces qualités et toutes ces caractéristiques. Et puis ça se joue dans un timing qui est très... Enfin voilà, ça se joue des actions sur du 10e de seconde, le moment où il faut partir. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Donc c'est très subtil. Et là on voit la riposte qui touche de Garozzo. On l'a vu venir. Pareil, la main haute, faire une prime et là toucher dans le dos de son adversaire. Là c'est comme des boxeurs, hein, au corps à corps carrément. Complètement, et il ne faut pas paniquer au corps à corps, il ne faut pas s'exciter, il faut justement rester dans le bon timing pour pouvoir placer son point, placer sa riposte. Donc c'est rester calme au corps à corps pour pouvoir mettre le bon coup, porter la bonne touche et marquer le point. Allez, Garozzo qui touche. C'est Garozzo. Oui, c'est Garozzo qui va vers l'avant, mais il s'arrête un peu. Hein, donc on pourrait... Cheremizinov, le russe, a raison de demander la vidéo parce qu'on voit qu'un peu Garozzo, même s'il avance, il fait un moment un peu du surplace, il a tendance à se bloquer un peu. Ça va être très subtil à l'arbitrage. Mais il a raison, le russe, là, Cheremizinov, de demander la vidéo parce que on a vu que tout à l'heure, il y avait une touche dans l'autre sens qui a été jugée comme ça. Donc, il a raison de demander la vidéo. Après, je ne suis pas sûr qu'il revienne sur sa décision. Il ne revient pas sur sa décision. Alors là, on voit Cheremizinov qui change de fer. Il change d'arme, de fleuret. Ouais, c'est plus pour casser la dynamique de Garozzo là. Il n'y a pas de problème technique, c'est plus mettre une petite coupure. Les Russes sont spécialistes de ça. Cheremizinov le premier. Si jamais il prend 3 touches de suite en règle générale, il change. Mais Garozzo est au-dessus là. Je trouve qu'il a bien pris la mesure et le rythme. Belle feinte, belle première feinte en attaque d'aller dans le dos et ensuite il est revenu positionner sa pointe à la poitrine, à l'intérieur. Attention, et la riposte de Garozzo qui touche, magnifique. Là on s'en parlait, là d'être bien calme au corps à corps. On voit, il se précipite pas, il a l'arme derrière lui, il attend le bon moment, le moment où finalement Cheremizinov lui essaie de placer sa remise. Donc Cheremizinov, au moment où il place sa remise, il ne peut plus se défendre. Et là Garozzo met sa riposte. Donc c'était
très fin de la part de Garozzo. Il a attendu vraiment le dernier moment et le bon moment pour placer sa riposte. Daniele Garozzo, un Italien attaquant, contrairement à Focconi qui joue un petit peu plus sur la défensive. Ouais, complètement. Garozzo, bon alors là on le voit pas assez parce qu'il est, Jérémy Zinov défend quand même bien, mais Garozzo en général il met une pression sur son adversaire, il avance des petits pas. En général l'adversaire sait plus trop quoi faire et déclenche une contre-attaque et Garozzo finit en attaque. Donc c'est vraiment un tireur qui met la pression à son adversaire, un peu rouleau compresseur. Focconi fait plus de contre. Allez, cette fois-ci là c'est la part de riposte du Russe qui touche. Shereminizov face à Garozzo, la première demi-finale. Juste après, je vous le rappelle, Enzo Lefort face à Nikitkin, le Français qui sera opposé à l'Américain dans une rencontre inédite. L'Américain, je le vais découvrir. Il est jeune. Et je pense qu'il vient de percer. Ça va être intéressant, et même pour Enzo Lefort aussi. Ça va être un premier vrai match parce que cet Américain qui est 9e ou 10e mondial, on le retrouvera fort probablement au jeu de Tokyo. Donc c'est bien d'avoir quelques billes là et de prendre la mesure pour Enzo. À 3 touches de la finale pour Daniele Garozzo. Et Shereminizov qui va revenir progressivement dans le match. Bien et le champion olympique qui touche encore une fois à 2 touches de la finale. Il a bien changé de cible là, Garozzo, plutôt que de venir à l'intérieur, donc à droite du bras du Russe, il est venu vraiment à l'intérieur en ce qu'on appelle la sixte par un dégagement. C'est ce qu'il a essayé de refaire mais il touche pas. Parce que Shereminizov protège très bien sa cible ventrale. On voit souvent il vient faire une contre-attaque et ensuite il se protège avec son bras armé et il tourne un peu son corps pour éviter la touche. Donc il ne faut pas passer trop pour Garozzo par la droite. Il vaut mieux venir à l'intérieur, à gauche. Ça touche quand même pour Garozzo qui va vers l'avant. Il est resté la main droite, mais cette fois-ci il était la main droite, là on le voit, mais il arrive quand même à trouver le ventre. Shereminizov n'a pas eu le temps là de faire sa fameuse contre-attaque en substituant sa surface valable. Il a été pris de court. Et attention, Shereminizov qui a fait un parcours excellent. Il pourrait être éliminé incessamment sous peu à la fin de cette première manche. Ça touche l'attaque du Russe. Garozzo va devoir faire encore un petit effort pour mettre cette 15e. Shereminizov qui a éliminé Alexander Massialas, vainqueur ici en 2017. Magnifique parcours. Et il va marquer. Pour moi, il y a eu une faute de combat du Russe, Shereminizov. Et Garozzo a demandé la vidéo. En fait, il s'est retourné vers le juge arbitre qui juge la main en disant hey, tu fais quoi? Et il a levé la main automatiquement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voit un petit carton jaune là du côté du Russe. Donc ça n'a pas d'impact pour le moment. En revanche, s'il refait une faute, ça se transformera en carton rouge et donc une touche de pénalité, une touche qui sera donc donnée à l'Italien. Donc ça signerait la fin du match. Shereminizov qui a éliminé aussi Borodachev, le numéro 1 mondial, un petit peu plus tôt. Allez, Shereminizov qui se laisse un peu de répit. En touchant seul, à chaque fois, il écarte la cible après.
Garozzo qui a du mal à finir, c'est non valable. Et il attend peut-être un peu trop la touche facile là, Garozzo, il faut qu'il aille la chercher. Oh, il a encore protégé son... il a mis le bras là, Cheremizinov, ouais, il le sait. Voilà. Il s'est dit, ouais c'est bon, il y a carton, je le sais. Ouais, c'est bon. Et Garozzo donc a touché Cheremizinov, qui est éliminé. Et c'est donc le champion olympique en titre qui est le premier qualifié pour cette finale. Et Garozzo qui a bien fait de demander des juges de main sur cette rencontre, puisque ça lui permet de mettre cette dernière touche. Cheremizinov qui a eu un carton rouge qui offre du coup la 15e pour Garozzo. Il a tenté de se défendre avec son bras non armé en effectuant une parade. Et à suivre donc l'autre demi-finale avec le Français qui va participer à ce match face à Nick Hitkin. Enzo Lefort devant son public face à Nick Hitkin. Ça va être un très très gros match puisque les deux fleurettistes ne se connaissent pas. Ça va peut-être justement rendre la tâche un peu plus compliquée pour le champion du monde. Franchement, ça va être la surprise. J'ai pas de billes, je les ai jamais vus tirer ensemble, donc on va sentir. Ça va être intéressant. Les 3-4 premières touches, on va sentir un peu qui prend l'ascendant sur qui. Et en tout cas, Daniele Garozzo a réussi à en garder dans les jambes pour venir à bout de ce match. Et ce n'était pas facile face au numéro 9 mondial, Alexei Cheremizinov, auteur d'un très très beau parcours. Mais c'était sans compter sur la qualité aujourd'hui d'escrime, de jeu, de lucidité du champion olympique. Garozzo, il a le potentiel de faire un doublé au jeu. Il a le potentiel d'aller chercher une médaille d'or à Tokyo. Ce serait vraiment exceptionnel de faire ça au fleuret. Et on revoit les plus belles touches à l'issue de cette première demi-finale entre Alexei Cheremizinov et Daniele Garozzo. Dans quelques instants, Enzo Lefort face à Nick Hitkin. Restez avec nous, le Français qui va disputer cette demi-finale. Nouveau demi-finaliste de cette édition 2020 du Challenge international. Allez, c'est parti, Enzo Lefort face à Nick Hitkin dans cette deuxième demi-finale. Enzo Lefort à droite de l'écran qui part en attaque et qui va mettre la première touche. Bon, alors, comme ça peut être un style qui lui correspond parce que c'est aussi un grand droitier qui bouge, la main, les bras, enfin le bras, pardon, les jambes, tout ça, ça bouge, donc ça va créer du jeu et du mouvement pour Enzo. Il aime bien. Enzo, il aime pas les jeux où ça bloque, où ça contre. C'est pour ça que sur Erwan Lepechou ça a été dur. Erwan qui s'est par ailleurs très bien attaqué mais qui est un excellent défenseur et contreur. C'est pour ça Enzo a eu du mal. Là on est sur deux gabarits à peu près de la même taille. Il y a de l'offensive, il y a du jeu. C'est bien pour Enzo. Enzo Lefort, magnifique styliste, le champion du monde de Budapest il y a quelques mois de cela. Ça n'était plus arrivé depuis 1990. Et un certain Philippe Omnes qui s'était imposé cette année-là. Ouais, Philippe Omnes avant de devenir 2 ans plus tard champion olympique. Ah, c'est dommage là, c'est l'attaque d'Enzo Lefort mais qui touche pas. Et la contre-attaque de l'Américain, on va voir, hein, c'est Enzo à droite qui va vers l'avant et il passe, on le voit pas bien mais il passe, il touche pas la cible. Attention là, de nouveau pris Enzo Lefort, Hitkin devait avoir le faire, c'est-à-dire la priorité. Allez, la riposte, c'est bien pour Enzo Lefort qui défend bien, il a reculé, il a bien reculé. C'est un jeu de jambes incroyable aussi. Hein. Il recule, il trouve une parade et il peut riposter. Je pense que Enzo, bon, je lui ai dit toute la journée puisque j'étais au bord de la piste, je lui ai dit il faut que tu passes par de la défensive sur tes débuts de match, il faut que tu montres à ton adversaire que tu es très fort derrière pour que ça le bloque. D'autant plus qu'il ne le connaît pas.
Ouais, là il a tendance Enzo à faire beaucoup de jeux, beaucoup de rythme au pré-aller, à essayer de prendre l'ascendant. Il pourrait se permettre de défendre, je pense. Allez. Au bout, il y a une qualification olympique pour Enzo Lefort. Surtout qu'il défend bien là. Et ça lui permet d'attaquer correctement après avec la pointe. C'est la clé de son jeu. J'espère qu'il va en prendre conscience encore un peu plus parce que c'est ce qui lui permettrait d'être champion olympique. On est d'accord, Brice, hein? Il gagne le CIP 2020. Il se qualifie directement pour Tokyo. Ouais, parce que chez les Français, il restera une autre Coupe du Monde sélective. Et de toute façon, même en faisant un podium, je veux dire pour les entraîneurs nationaux français, faire un podium, c'est quand même marquant. Donc quand on fait, il a fait un quart de finale avant en décembre. Là, il fait à minima un podium. Il peut peut-être faire une deuxième place ou une première place là s'il passe ce tour-là. Il a fait ce qu'il fallait. S'il gagne, évidemment. Alors attention, il ne faut pas qu'il sorte de sa ligne. Et il touche pas, c'est dommage. Enzo Lefort qui a éliminé Erwan Lepéchou donc en quart de finale, qui a éliminé également un autre Français, Julien Bertine, et qui va toucher une nouvelle fois face à Nikitkine, le numéro 10 mondial, ce jeune Américain donc qui découvre une phase finale ici à Coubertin. Ça tire bien Nikitkine, hein. C'est propre ce qu'il fait. Ça gêne Enzo Lefort pour l'instant. Il a un break de 2 touches d'avance, il n'arrive pas à revenir Enzo. C'est deux jeux qui vous plaisent, hein? Deux jeux qui vous plaisent, deux jeux d'attaquants aujourd'hui. Nikitkine, c'est très bien ce qu'il fait là, hein. On le voit, c'est assez pur, ça part de pointe, il dérobe les parades d'Enzo pour toucher. C'est costaud. Et très attention, bon contreur aussi. Il prend le large. Nikitkine, 9-5 face aux Français. Ça se joue trop en milieu de piste là. Enzo, il faut qu'il sorte de ce milieu de piste, il se fait enfermer. Ouais, il se fait aspirer dans ce milieu de piste. Il essaye de défendre. Oui, voilà, comme vous lui avez dit tout au long de la journée. Attendre. Il va falloir qu'il pousse un peu plus son adversaire. Il ne faut pas qu'il le déclenche trop tôt. Aïe, aïe, aïe. Mais il contre bien Nikitkine là, il a bien varié. 5 touches d'avance pour Nikitkine. On pensait qu'il irait chercher une parade et en fait on le voit faire une contre-attaque et ensuite substituer la surface valable en se tournant. Bien senti. C'est peut-être un tournant du match pour Nikitkine qui a pris l'ascendant au score et l'ascendant psychologique. Allez Enzo. Aïe, aïe, aïe. Et il s'énerve. Parce qu'il rate la cible sur la première. Ce qui laisse l'opportunité à Nikitkine de riposter. Heureusement, Enzo Lefort a contre-riposté et ça a fini non valable, donc pas de touche. Allez, Enzo à l'attaque. Et elle est validée cette touche de Nikitkine. 11-5. Il faut qu'il change de cible. Enzo Lefort, il passe par l'extérieur là et à chaque fois il prend la contre-attaque. Il faut qu'il arrive à venir plutôt à l'épaule droite de l'Américain. J'espère qu'il va changer de cible, c'est ce qu'il a voulu faire, mais il n'a pas réussi. Il a tenté ce qu'on appelle un contre-temps. Il a tenté une parade et une riposte, sauf qu'il a fait le geste, mais dans le vide, Enzo Lefort. Là, il y a eu une touche qui nous a échappé, on va la revoir au ralenti. Sur la préparation, l'attaque d'Enzo Lefort, on voit l'Américain qui reste bras court. Allez Enzo, aïe aïe aïe. Nikitkine, et qui va encore toucher. Très efficace l'Américain. Coaché par son père. C'est impressionnant là ce que je viens de voir. Il a 20 ans. Allez, Enzo qui s'agace un peu, qui demande l'arbitrage vidéo. Il estime avoir Enzo attaqué en premier. Ensuite l'Américain qui fait une contre-attaque et qui ne touche pas. Et du coup ça laisse l'opportunité de la remise aux Français. On va voir comment ça va être jugé au niveau de l'arbitrage vidéo. Justement la vidéo, on a le droit de l'utiliser à 2 reprises. Ouais, deux jokers de chaque côté. Tant qu'on a raison, on conserve ces jokers. Et il a bien fait Enzo Lefort puisque on lui donne la touche 13-7. Ça va être compliqué quand même, hein. Au vu de la réussite de l'Américain. Et ça touche pour Enzo Lefort. Ça touche dans le dos cette fois-ci. Il l'a bien lâché là, Enzo.
On va voir, il va chercher cette cible à l'épaule, même dans le dos, au milieu du dos, et c'est là qu'il faut aller. C'est pas à l'intérieur, c'est pas dans le ventre. Et encore une fois. Et pareil, il est passé par l'extérieur là, par la cible. On va le voir, il va faire un dégagement pour aller à l'épaule de son adversaire, cette fois-ci en pointe. Bon, on le voit pas au ralenti. Mais en tout cas, il a les bonnes cibles. Allez, la belle remontée d'Enzo Lefort qui touche encore une fois à 10-13. Allez, à 3 touches de l'égalisation pour le Français. Il prend le bouillon, Itkin là, il est pas bien, je l'ai vu, il s'est retourné sur son entraîneur. Et il faut en profiter. Aïe, 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 aïe. Il va avoir la possibilité, Nikitkine, d'avoir 4 touches d'avance. Ah, c'est dommage. À une touche de la fin du match, à une touche de la finale pour ce garçon de 20 ans. Enzo, il est revenu en cible ventrale et c'est pour ça qu'il n'a pas touché. Aïe, 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 aïe. Nikitkine qui se qualifie pour la finale ici à Coubertin. Alors. Non, pour moi, il n'y a pas de simultané. Ou attaque non valable d'Enzo Lefort, mais il n'y a pas de. Ça ne peut pas être l'attaque de l'Américain. Il se pose des questions. Pour vous, il n'y a pas de touche. Katerina Varga. Pour vous, il n'y a pas de touche, la Brice? Vidéo. Ouais, non. Mais l'arbitre, femme que vous venez de voir, qui est une ancienne fleurettiste, Katerina Varga, une hongroise, elle a hésité quand même. Mais c'est pas elle qui a le dernier mot. Quoi qu'il arrive, c'est l'arbitre central. Il est resté sur ce qu'il avait senti, c'est-à-dire l'attaque d'Enzo Lefort non valable. Enzo Lefort qui touche, mais Nikitkine. Pour moi, c'est l'attaque d'Enzo Lefort toujours. Eh bien, bien vu, Brice. Alors, on va voir, parce qu'il a demandé la vidéo. Je pense qu'il avait le droit encore à un deuxième joker, Nikitkine. Et il faudrait pas qu'on voit que. On va voir, on va ralentir. Alors les deux étaient à l'attaque. Il s'arrête un peu. C'est Enzo Lefort qui part en premier, mais il s'arrête un peu. Et ça se joue où? Ça se joue sur le pied? En fait, Enzo Lefort s'arrête un peu, mais Nikitkine repart pas tout de suite non plus. Donc c'est pas évident. Ça se joue. Là, ça se joue un peu à l'interprétation de l'arbitre et à la manière dont lui il sent l'escrime. Moi, j'aurais tendance à dire que ça reste Enzo Lefort qui attaque, parce que Nikitkine n'a pas saisi sa chance au moment où Enzo Lefort s'est arrêté. Il n'est pas parti l'Américain. Donc pour moi, il n'a pas repris l'avantage et l'initiative et il a subi l'offensive d'Enzo Lefort. Allez, désolé, c'est un peu, c'est un peu subjectif, mais ça se joue à pas grand-chose. Quand on se dit là que ça se joue des départs d'action vers l'avant, d'allongement du bras, ça se joue à des dixièmes de seconde. C'est là qu'on voit la complexité du coup à juger et à arbitrer. Nikitkine 14, Enzo Lefort 11. Ça se joue en 15 pour rejoindre Daniele Garozzo en finale. Allez, la touche pour Enzo Lefort. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire, Enzo? Ici à Coubertin devant son public. Il peut le faire s'il ne retourne pas en cible ventrale. S'il choisit cette cible, il ne touchera pas. Aïe aïe aïe. Et Nikitkine qui se qualifie donc pour la grande finale ici à Coubertin. Il sera opposé à Daniele Garozzo, le champion olympique. Ah, c'est dommage. Enzo Lefort qui se sera bien défendu, mais qui malheureusement est tombé sur cet Américain de 20 ans qui vous a surpris aujourd'hui, Brice. Il m'a surpris, mais il est surtout hyper réaliste. Il n'a pas fait beaucoup de non valables, très efficace. Il touche souvent seul, donc il arrive à bien faire déjouer ses adversaires et surtout derrière il touche quoi. Donc un nouveau venu dans cette équipe américaine, et je comprends pourquoi l'équipe américaine est numéro 1 mondiale, parce que en plus des cadres de cette équipe, il y a des petits jeunes comme ça qui montent et qui sont déjà dans les 10 premiers mondiaux. Nikitkine qui avait au préalable éliminé Šupenić et qui avait éliminé également le Hongkongais Kalong Chong. Ouais, Hong Kong qui progresse bien. Hong Kong entraîné par un Français, Grégory Koenig, qui était aussi dans ce groupe France de l'INSEP avec qui j'ai eu le plaisir de combattre en équipe. On a été champion d'Europe ensemble, on a été ensemble en club au Paris Université Club. Et c'est des Français voilà,
qui se reconvertissent et puis qui s'exportent à l'étranger. Et Hong Kong attention, qui monte bien. Ça pourrait être, et c'est demain que ça va être intéressant, mais ça pourrait être la nation asiatique qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Et pas les Japonais, pas les Chinois, pas les Coréens. Donc ce serait une grande première. Le tableau final avec Nikitin face à Daniele Garozzo. La grande finale à laquelle nous allons assister d'ici quelques instants. Et un retour donc sur le parcours d'Enzo Lefort qui avait éliminé un petit peu plus tôt Erwan Lepechou dans un match magnifique. Et Enzo Lefort qui avait éliminé donc un Julien Mertine assez facilement en 8e de finale précédemment dans ce tournoi. Ouais, Julien Mertine qui avait été un peu blessé, donc qui avait peu de matchs, peu d'entraînement, et ça s'est ressenti sur Enzo Lefort. Mais Julien Mertine qui reste, voilà, on fera les calculs après, on peut déjà les faire, je vous dirai ça demain. Mais Julien Mertine qui a gagné une Coupe du Monde, et c'était à Bonn en Allemagne, donc c'est le Français premier au point. Et pour l'instant, le premier qualifié. Le premier qualifié, mais peut-être qu'il faut voir avec le podium d'Enzo Lefort ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, ces Français-là, et c'est plutôt sain et c'est plutôt bien, ils vont obtenir leur sélection pour les Jeux de Tokyo au sein d'un groupe fort. Donc ce sera, je l'espère, synonyme de médaille aux Jeux derrière. Et donc demain, vous avez rendez-vous à 16h20 avec de nouveau cette Coupe du Monde, mais cette fois-ci par équipe. L'équipe de France qui pourrait venir s'imposer pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, dans le par équipe ici à Coubertin, lauréat de la première manche de Coupe du Monde. La nation qui est numéro 2 mondial et qui va donc demain devoir se battre face à des nations comme les États-Unis ou encore l'Italie. Enzo Lefort réconforté par son public, par ses supporters ici à Coubertin, le dernier vainqueur français lauréat de ce challenge, c'était en 2014. Les Français qui se sont imposés à 20 reprises ici à Paris. Malheureusement, il n'y aura pas une 21e fois. Vous avez rendez-vous juste après avec la Fédérale 1 et le match entre Narbonne et Nice pour la 13e journée. Et vous avez rendez-vous tout au long du week-end, non seulement avec l'escrime, mais également avec les fléchettes et les championnats du monde. Ce sera le 8e de finale. Ce sera ensuite suivi de l'équipe du soir. Les fléchettes à 20h en prime time demain. Et ensuite l'équipe du soir consacrée au match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Et on va revivre donc les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes, merci Axel en régie, de la première demi-finale. L'Américain, je vais découvrir. Il est jeune. Et je pense qu'il vient de percer. Ça va être intéressant, et même pour Enzo Lefort aussi. Ça va être un premier vrai match, parce que cet Américain qui est 9e ou 10e mondial, on le retrouvera fort probablement au Jeux de Tokyo. Donc c'est bien d'avoir quelques billes là et de prendre la mesure pour Enzo. À 3 touches de la finale pour Daniele Garozzo. Et Jérémy Nizov qui va revenir progressivement dans le match. Et le champion olympique qui touche encore une fois à 2 touches de la finale. Il a bien changé de cible là, Garozzo, plutôt que de venir à l'intérieur, donc à droite du bras du Russe. Il est venu vraiment à l'intérieur, en ce qu'on appelle la sixte, par un dégagement. C'est ce qu'il a essayé de refaire, mais il touche pas. Parce que Sheremetyev protège très bien sa cible ventrale. On voit souvent, il vient faire une contre-attaque et ensuite il se protège avec son bras armé et il tourne un peu son corps pour éviter la touche.
Donc il ne faut pas passer trop pour Garozzo par la droite. Il vaut mieux venir à l'intérieur, à gauche. Anga. Prêt, allez. Ça touche quand même pour Garozzo qui va vers l'avant. Il est resté la main droite, mais cette fois-ci il était la main droite, là on le voit, mais il arrive quand même à trouver le ventre. Cheremizov n'a pas eu le temps là, de faire sa fameuse contre-attaque en substituant sa surface valable. Il a été pris de court. Et attention, Cheremizov qui a fait un parcours excellent. Il pourrait être éliminé incessamment sous peu à la fin de cette première manche. Ça touche l'attaque du Russe. Garozzo va devoir faire encore un petit effort pour mettre cette 15e. Cheremizov qui a éliminé Alexander Massialas, vainqueur ici en 2017. Magnifique parcours. Et il va marquer. Pour moi, il y a une faute de combat du Russe, Cheremizov. Et Garozzo a demandé la vidéo. En fait, il s'est retourné vers le juge arbitre qui juge la main en disant hey, tu fais quoi? Et il a levé la main automatiquement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voit un petit carton jaune là du côté du Russe. Donc ça n'a pas d'impact pour le moment. En revanche, s'il refait une faute, ça se transformera en carton rouge et donc une touche de pénalité, une touche qui sera donc donnée à l'Italien. Donc ça signerait la fin du match. Prêt, allez. Cheremizov qui a éliminé aussi Borodachev, le numéro 1 mondial, un petit peu plus tôt. Un gars deuxième. Prêt. Allez. Allez, Cheremizov qui se laisse un peu de répit. En touchant seul, à chaque fois, il écarte la cible après. Garozzo qui a du mal à finir, c'est non valable. Et il attend peut-être un peu trop la touche facile là, Garozzo, il faut qu'il aille la chercher. Oh, il a encore protégé son... il a mis le bras là, Cheremizov, ouais, il le sait. Voilà. Il s'est dit, ouais c'est bon, il y a carton, je le sais. Ouais, c'est bon. Et Garozzo donc a touché Cheremizov qui est éliminé. Et c'est donc le champion olympique en titre qui est le premier qualifié pour cette finale. Et Garozzo qui a bien fait de demander des juges de main sur cette rencontre, puisque ça lui permet de mettre cette dernière touche. Cheremizov qui a eu un carton rouge qui offre du coup la 15e pour Garozzo. De retour ici à Coubertin, dans un Coubertin qui a tremblé il y a quelques minutes. Mais malheureusement, Enzo Lefort n'a pas réussi à remporter sa demi-finale face à Nick Hitkin, ce jeune Américain qui vient donc se hisser en finale face à Daniele Garozzo. Ça va être voilà, une belle répétition avant les Jeux Olympiques, puisque ces deux garçons, normalement, on les retrouvera. Et d'autant plus Nick Hitkin, avec sa performance d'aujourd'hui, on les retrouvera forcément pour les prochains Jeux. Ouais, j'aimerais bien voir Hitkin battre Garozzo, ça serait intéressant, ça mettrait un peu d'incertitude sur ce qui va se passer au jeu. Et non, c'est bien. Ça complexifie pour les Américains aussi cette situation, ça les emmerde un peu parce que l'entraîneur, le sélectionneur américain va devoir faire son équipe aussi. Et dans cette équipe, il y a Massialas, il y a Racing Boden, il y a Gareth Maynard, il y a Miles Chamley-Watson. Et voilà, au jeu, il n'y a que 3 places en individuel. Certes, par équipe, après, ils sont 4 avec un remplaçant. Mais voilà, les Français ne sont pas les seuls à avoir des problèmes de riches. Et on va suivre ça d'ici quelques minutes. Restez avec nous pour la grande finale entre Daniele Garozzo et Nick Hitkin.
On vous rappelle que cette édition 2020... De retour ici au Challenge International de Paris en compagnie de Brice Guyard qui nous accompagne en cabine commentateur. On va revivre dans quelques instants les 5 dernières minutes du match entre Enzo Lefort et Nick Hitkin qui pourra rejoindre en finale Daniele Garozzo. Vous allez le savoir dans quelques instants si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques instants. Et puis je vous rappelle aussi qu'à 18h50 vous avez rendez-vous en direct du côté de Narbonne pour la 13e journée de la Fédérale 1 entre Narbonne et Nice. C'est votre soirée rugby donc qui suivra avec dans un instant et en préambule de votre soirée, la grande finale du Challenge International de Paris entre Daniele Garozzo et Enzo Lefort ou Nick Hitkin. Vous pouvez suivre les 5 dernières minutes du match si vous n'étiez pas avec nous. Ça se joue trop en milieu de piste là. Enzo, il faut qu'il sorte de ce milieu de piste, il se fait enfermer. Ouais, il se fait aspirer dans ce milieu de piste, il essaye de défendre. Oui, voilà, comme vous lui avez dit tout au long de la journée. Attendre. Il va falloir qu'il pousse un peu plus son adversaire. Il ne faut pas qu'il le déclenche trop tôt. Aïe. Il contre bien Hitkin là, il a bien varié. 5 touches d'avance pour Nick Hitkin. On pensait qu'il irait chercher une parade et en fait on le voit faire une contre-attaque et ensuite substituer la surface valable en se tournant. Bien senti. C'est peut-être un tournant du match pour Nick Hitkin qui a pris l'ascendant au score et l'ascendant psychologique. Allez Enzo. Aïe. Et il s'énerve. Parce qu'il rate la cible sur la première, ce qui laisse l'opportunité à Hitkin de riposter. Heureusement, Enzo Lefort a contre-riposté et ça a fini non valable, donc pas de touche. Allez, Enzo à l'attaque. Et elle est validée cette touche de Nick Hitkin. 11-5. Il faut qu'il change de cible. Enzo Lefort, il passe par l'extérieur là, et à chaque fois, il prend la contre-attaque. Il faut qu'il arrive à venir plutôt à l'épaule droite de l'Américain. J'espère qu'il va changer de cible, c'est ce qu'il a voulu faire, mais il n'a pas réussi. Il a tenté ce qu'on appelle un contre-temps. Il a tenté une parade et une riposte, sauf qu'il a fait le geste, mais dans le vide, Enzo Lefort. Là, il y a eu une touche qui nous a échappé, on va la revoir au ralenti. Sur la préparation, l'attaque d'Enzo Lefort, on voit l'Américain qui reste bras court. Allez Enzo, aïe. Nick Hitkin. Et qui va encore toucher. Très efficace l'Américain. Pas de par son père. C'est impressionnant là ce que je viens de voir. Il a 20 ans. Allez, Enzo qui s'agace un peu, qui demande l'arbitrage vidéo. Il estime avoir Enzo attaqué en premier. Ensuite l'Américain qui fait une contre-attaque et qui ne touche pas. Et du coup ça laisse l'opportunité de la remise aux Français. On va voir comment ça va être jugé au niveau de l'arbitrage vidéo. Justement, la vidéo, on a le droit de l'utiliser à 2 reprises. Ouais, deux jokers de chaque côté. Tant qu'on a raison, on conserve cette joker. Et il a bien fait Enzo Lefort puisque on lui donne la touche 13-7. Ça va être compliqué quand même. Hein. Au vu de la réussite de l'Américain. Et ça touche pour Enzo Lefort, ça touche dans le dos cette fois-ci, il l'a bien lâché là Enzo. On va voir, il va chercher cette cible à l'épaule, même dans le dos, au milieu du dos, et c'est là qu'il faut aller, c'est pas à l'intérieur, c'est pas dans le ventre. Et encore une fois. Et pareil, il est passé par l'extérieur là, par la cible, on va le voir, il va faire un dégagement pour aller à l'épaule de son adversaire, cette fois-ci en pointe. Bon, on le voit pas au ralenti, mais en tout cas il a les bonnes cibles. Allez, la belle remontée d'Enzo Lefort qui touche encore une fois à 10-13. Allez, à 3 touches de l'égalisation pour le Français. Il prend le bouillon, Hitkin là, il est pas bien, je l'ai vu, il s'est retourné sur son entraîneur. Et il faut en profiter. Aïe. Il va avoir la possibilité, Nick Hitkin, d'avoir 4 touches d'avance. C'est dommage. À une touche de la fin du match, à une touche de la finale pour ce garçon de 20 ans. Enzo il est revenu en cible ventrale et c'est pour ça qu'il n'a pas touché. Aïe. Nick Hitkin qui se qualifie pour la finale ici à Coubertin. Alors. Non, pour moi il n'y a pas de simultané. Ou attaque non valable d'Enzo Lefort, mais il n'y a pas de. Ça ne peut pas être attaque de l'Américain.
qui se pose des questions. Pour vous, il n'y a pas de touche. Caterina Varga. Pour vous, il n'y a pas de touche, la Arbitrage Brice? vidéo. Ouais, non. Mais l'arbitre, la femme que vous venez de voir, qui est une ancienne fleurettiste, Caterina Varga, une hongroise, elle a hésité quand même. Mais c'est pas elle qui a le dernier mot. Quoi qu'il arrive, c'est l'arbitre central. Il est resté sur ce qu'il avait senti, c'est-à-dire l'attaque d'Enzo Lefort non valable. Enzo Lefort qui touche, mais Nikitkine Pour moi, c'est l'attaque d'Enzo a Lefort attaqué. toujours. Eh bien, bien vu, Brice. Alors, on va voir, parce qu'il a demandé la vidéo. Je pense qu'il avait le droit encore à un deuxième joker, Nikitkine. Et il faudrait pas qu'on voit que... On va voir au ralenti. Alors, les deux étaient à l'attaque. Il s'arrête un peu. C'est Enzo Lefort qui part en premier, mais il s'arrête un peu. Et ça se joue où? Ça se joue sur le pied? En fait, Enzo Lefort s'arrête un peu, mais Nikitkine repart pas tout de suite non plus. Donc, c'est pas évident. Ça se joue. Là, ça se joue un peu à l'interprétation de l'arbitre et à la manière dont lui il sent l'escrime. Moi, j'aurais tendance à dire que ça reste Enzo Lefort qui attaque, parce que Nikitkine n'a pas saisi sa chance au moment où Enzo Lefort s'est arrêté. Il n'est pas parti l'américain, donc Oh, pour moi, il n'a pas repris l'avantage et l'initiative, et il a subi l'offensive d'Enzo Lefort. Allez, désolé, c'est un peu, c'est un peu subjectif, mais ça se joue à pas grand chose. Quand on se dit là que ça se joue des départs d'action vers l'avant, d'allongement du bras, ça se joue à des dixièmes de seconde. C'est là qu'on voit la complexité du coup à juger et à arbitrer. Nikitkine 14, Enzo Lefort 11, ça se joue en 15 pour rejoindre Daniele Garozzo en finale. Allez, la touche pour Enzo Lefort. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire, Enzo? Ici à Coubertin devant son public. Il peut le faire s'il ne retourne pas en cible ventrale. S'il choisit cette cible, il touchera pas. Aïe aïe aïe, et Nikitkine qui se qualifie donc pour la grande finale ici à Coubertin. Il sera opposé à Daniele Garozzo, le champion olympique. Ah, c'est dommage. Et ouais, Enzo Lefort éliminé par cet Américain et qui a rejoint Daniele Garozzo dans une confrontation qui va être très très intéressante à suivre. Daniele Garozzo, le champion olympique, face à Nikitkine, le jeune garçon, le jeune prodige, on peut le prénommer comme ça, de 20 ans, numéro 10 mondial, qui va affronter donc le numéro 4 mondial. Ils se sont rencontrés à 3 reprises dans leur parcours, Brice. Ouais, Garozzo qui s'est fait surprendre en 2018 2 fois, parce qu'il a été battu 2 fois par Nikitkine, alors que Nikitkine était encore junior. Et puis là, sur la dernière confrontation en décembre à Bonn en Allemagne, Garozzo s'est imposé 15-10. Donc voilà, on va voir. Mais petit avantage, je pense quand même à Garozzo, qui maintenant connaît ce tireur, qui a dû l'analyser. Mais aujourd'hui, Itkine, je l'ai trouvé, voilà, là ils se rencontrent en finale, ils ne se sont jamais rencontrés comme ça. Et Itkine a été très efficace, très réaliste comme jeu. C'est intéressant, ça va être très intéressant, et c'est peut-être un match qu'on peut retrouver au jeu de Tokyo si évidemment Itkine est sélectionné dans cette équipe américaine, parce que là il commence sérieusement à montrer que à 20 ans, il a sa place. Les Italiens qui se sont illustrés à 10 reprises ici sur ce challenge international de Paris. Les Américains l'ont remporté à 3 reprises. Le dernier, c'est Alexander Massialas en 2017. Ray Simbonen s'était imposé à 2 reprises en 2015 et 2016. Et parmi donc bien évidemment les Italiens qui se sont illustrés ici, qui ont l'honneur d'avoir leur affiche en haut de Coubertin. Alessio Focconi, bien sûr, le double lauréat de l'épreuve, vainqueur en 2018 et en 2019. Voilà le parcours de Nikitkine, qui a éliminé notamment le Hongkongais Chong, Sanita André, l'Allemand, un petit peu plus tôt. Jérémy Cadot a été éliminé au premier tour, et Enzo Lefort donc a été le dernier à être éliminé par le fer de Nikitkine. Et concernant Daniele Garozzo, il a eu un parcours un petit peu plus compliqué, où il a dû notamment se défaire de l'ex-vice-champion olympique et de notamment Maxime Petit.
Allez, l'escrime à Coubertin, puisque c'est historique, c'est toujours dans ce lieu que se déroule la Coupe du Monde de fleuret. Mais l'escrime, ça a déjà connu d'autres lieux mythiques dans Paris. Il y avait eu en 2010 les championnats du monde au Grand Palais et ça avait tellement bien fonctionné que c'est le site choisi en 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et ce sera du coup sous la nef du Grand Palais que l'on accueillera l'escrime et sa version paralympique avec l'escrime fauteuil. Parce que la volonté, ça a vraiment été de rassembler le plus possible de sports, même si ça ne se fera pas au même moment, puisqu'il y a le temps des Jeux Olympiques, puis ensuite, 3 semaines après, les Jeux Paralympiques. Mais l'idée, c'était de mettre chaque sport et son pendant paralympique dans un même lieu. Donc ce sera le cas pour l'escrime au Grand Palais. Allez, un rappel peut-être des règles pour ceux qui nous rejoignent. On est au fleuret. C'est l'une des 3 armes, donc 3 disciplines de l'escrime. C'est une arme de pointe. On doit toucher en surface valable. C'est la surface délimitée par la cuirasse métallique et électrique un peu plus grisée que vous voyez. Donc on touche le tronc, c'est-à-dire le ventre, les épaules et le dos. Et ensuite, c'est une arme de convention où il faut prendre la priorité en attaquant, en allant vers l'avant, à la fois avec les jambes et avec le bras. Et puis pour se défendre, du coup, il faut soit faire tomber l'attaque de son adversaire dans le vide, pour ensuite repartir en attaque, ou alors il faut effectuer une parade en tapant la lame de son adversaire, en prenant le fer, et ensuite en ripostant. Allez, là c'est Garozzo à droite qui attaque mais qui ne touche pas, et c'est Nikitkine qui touche, parce que Nikitkine aujourd'hui il est hyper précis, il rate pas grand chose et très véloce. Allez, Garozzo, là il va pouvoir installer son jeu, j'en ai parlé tout à l'heure, rouleau compresseur vers l'avant, des petits pas, et il accule son adversaire sur le dernier mètre. C'est la zone, les 2 mètres, c'est la zone bleue que vous voyez là sous les jambes dites de Nikitkine, qui défend très très bien et il se laisse pas trop impressionner, même si Garozzo avance. L'Américain il se sert de sa taille et de sa longueur pour allonger le bras, faire un arrêt, une contre-attaque et ensuite se défendre en parade pour éviter l'attaque de l'Italien. Et beaucoup de fleurettistes font l'essuie-glace avec leur arme. Ça aussi, c'est une particularité de certains tireurs. Ils essayent. Alors, soit en défense, c'est parce qu'ils essayent de trouver la lame de l'adversaire pour taper la lame et reprendre la priorité. Soit pour un attaquant, c'est une manière de faire des feintes de gauche à droite et pour pas rester trop statique de pointe. Mais il faut faire attention quand on a une pointe qui bouge trop et qui, du coup, pointe au ciel parce qu'elle n'est pas en direction de la surface valable. Donc, on perd un petit peu de temps au moment où il faut la ramener et sur la cible. Alors que vous ayez toutes les clés en main, les matchs vont en 15 touches avec 3 manches, comme vous pouvez le constater. 3 manches de 3 minutes de temps effectif. En phase de poule, c'est beaucoup moins long, puisque ça se joue en 5 touches. En 3 minutes. En 3 minutes. Alors on va voir parade de Garozzo. Il est venu taper la lame de son adversaire. Il avait le droit à la riposte. Il touche en surface non valable. Donc même si Nikitkine allume, il n'avait pas la priorité. C'est Garozzo qui l'avait reprise. Pas de touche. Est-ce que l'escrime et particulièrement le fleuret est enseigné d'une façon différente d'une région à une autre, par exemple? Alors déjà, le fleuret, c'est souvent l'arme par laquelle on commence. C'est une arme d'apprentissage, c'est une arme qui permet, désolé amis épéistes et sabreurs, mais c'est l'arme la plus complète et qui permet derrière de pouvoir maîtriser toutes les armes. J'exagère un petit peu, mais en règle générale, on commence, quand on est jeune en tout cas, on commence par le fleuret. C'est vrai que là, en tant qu'adulte, si on va dans un club, on va plutôt aller sur de l'épée ou du sabre ou même du fleuret, mais on n'est pas obligé de passer par le fleuret avant de continuer. Mais quand on est jeune, on commence par le fleuret. Après, les distinctions, elles sont très liées au maître d'armes qu'on a et sa manière de faire du fleuret, sa manière d'en avoir pratiqué si ça a été aussi un escrimeur de haut niveau. Donc ouais, il y a des particularités. On sait qu'il y a des styles de maître d'armes qui sont plutôt portés sur l'offensive, sur l'attaque, et d'autres qui vont privilégier la défense, le contre. Donc ça se retrouve un peu
Et ça transpire un peu sur les élèves en fonction de la sensibilité du maître d'armes. Et puis après, il y a le tireur hein, qui lui s'exprime avec ce qu'il découvre dans l'escrime et puis qui trouve son style aussi. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a beaucoup plus de contre qu'avant. Il y a beaucoup plus de styles de tireurs qui font du contre. On l'a vu aujourd'hui. Il y a des tireurs surprenants. On a vu un anglais, donc on n'a pas vu à l'image, mais on l'a suivi aujourd'hui. Il y a beaucoup de contre. Il se sert de son masque. Il est à la limite de la faute. Hein. Donc on voit beaucoup de tireurs qui se servent de ça. Où on l'a vu avec Sheremezinov avant, quand il met des touches, ensuite tout de suite il esquive sur le côté, il fait passer, il fait déjouer l'autre. Donc ça s'est pas mal développé effectivement. Nikitkine est en train de prendre un sérieux ascendant sur le champion olympique, Daniele Garozzo. Et il met de l'impact dans ses touches parce que c'est rentré là dans l'omoplate de Garozzo. Alors quand je dis que c'est rentré, il n'y a pas de danger, mais voilà, ça reste une lame en métal avec une pointe montée sur un ressort. Il faut déclencher plus de 500 grammes dans le ressort pour pouvoir allumer la lampe. Et là, je pense qu'il a mis... en fait, ce qui s'est passé, vous avez vu la lame qui s'est pliée à l'envers, la lame de l'américain, donc c'est que en fait ça s'est pas bien plié dans le bon sens, donc ça, voilà, ça a dû faire un peu mal. Quelle Enfin, intensité. on est bien protégé hein, parce que il y a la cuirasse électrique en dessous. Il y a la veste du tireur, une protection de 850 newtons. En dessous, il y a une autre protection sur la zone du bras armé qui protège toute la poitrine et tout le ventre. Et puis en dessous un t-shirt. Donc, à part un petit bleu, et encore à ce niveau-là, ils ne marquent plus les tireurs, ils ne font plus de bleu. Ça, c'est une spécificité aussi quand on fait beaucoup d'escrime et qu'on a l'habitude de prendre des touches, on ne se fait plus de bleu. Voilà, c'est l'un des avantages. Contrairement au cyclisme où quand on tombe quoi. Ouais, et puis ils n'ont pas l'habitude de tomber les cyclistes. C'est vraiment quand on tombe, c'est que. Peut-être que les footballeurs, vu qu'ils tombent quand même assez souvent aussi, se font moins de bleu. En tout cas, c'est vrai que, en escrime, c'est flagrant. Et puis le fait d'arrêter, je me souviens sur des pauses longues de au moins un peu plus d'un mois ou un mois et demi. Quand on reprend, on marque un peu plus et puis ça disparaît très vite. En 2 ou 3 semaines d'escrime, on marque plus. Allez, cette grande finale entre Nikitkine et Daniele Garozzo. Nikitkine qui surprend aujourd'hui à Coubertin. Il pourrait inscrire son nom à palmarès à seulement 20 ans du Challenge international de Paris. Face à lui, Daniele Garozzo qui n'a jamais remporté l'épreuve, le champion olympique, toujours très régulier. Garozzo, il est gêné encore par Itkine, comme l'était Enzo Lefort sur la demi-finale. Itkine défend très bien sa surface ventrale, il laisse peu de cibles et il a le droit à sa riposte, Daniele Garozzo. L'arbitre a dit halte, mais regardez, ligne parade de Garozzo. Même si l'américain se dépasse, Garozzo a le droit à sa riposte. Il fait une seule riposte, il touche. Donc c'est Garozzo qui devrait avoir le point. L'arbitre a dit halte un peu tôt. Il aurait dû laisser l'Italien riposter. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a un contrôle vidéo du coup. Puis quel calme de la part de Nikitkine. On l'entend très rarement. Très concentré, très lucide pour 20 ans là. Pas du tout affolé, pas du tout... Donc l'arbitre qui donne pas de touche, c'est dommage parce que Garozzo là avait bien repris la priorité, il avait le droit de riposter. Allez, 8-4. Alors quelle est l'attaque qui va être Pour moi c'est l'attaque de l'américain. validée. Garozzo c'est vraiment bloqué, vous allez voir, les deux partent en même temps. Arrête Garozzo, et pour moi c'est l'américain qui part plus franchement avec le bras et vers l'avant. Là on a eu une belle leçon de 2 attaquants. Et il y en a un qui l'exécute moins bien que l'autre. Voilà. Garozzo a moins bien exécuté son attaque. Il part pas assez vite du bras. Sur les jambes, ils font à peu près la même chose. Et encore que l'américain repart avant du bras et des jambes. Donc c'est bien arbitré. Pour moi, c'est l'attaque de l'Italien qui touche. On voit Itkine qui dit à son coach: est-ce que je demande la vidéo? Mais je pense qu'il n'y a pas photo. C'est l'Italien Garozzo qui avait commencé à aller de l'avant. Il ne s'est jamais arrêté. Il a fini son attaque.
Alors si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt, un Français s'est hissé en demi-finale. On le retrouvera demain pour le par équipe. Soyez avec nous aux alentours des 16h30 pour la suite de cette compétition. Et le Challenge international de Paris qui, dans sa deuxième journée, accueillera l'épreuve par équipe. Et là, ça va être très très spectaculaire puisque ce sera un exercice qui s'effectuera en relais. Relais à l'italienne en 45 touches. Des relais de 5 touches, 9 relais de 5 touches pour arriver en 45. À 5 touches, du sacre pour Nikitkine. Attention, Daniele Garozzo. Alors il est capable de tout, hein. Il est capable de revenir dans le match et il a touché. Il a touché en parade riposte, je comprends pas pourquoi l'arbitre lui donne pas. Ah, effectivement, il était magnifique en plus. Et ce coup lancé. Pour moi, il a dû faire. C'est très léger, mais en tout cas, la première attaque de Hitkin ne touche pas. Et ce sont des gammes que les fleurettistes répètent et répètent encore à l'entraînement. Oui, parce qu'à l'entraînement, il n'y a pas que la séance d'assaut, il y a aussi beaucoup de travail avec le maître d'armes à la leçon. Donc c'est un travail qu'on exécute. C'est à la fois un travail de coopération et de confrontation avec le maître d'armes et on répète des mouvements. Donc on est vraiment dans le placement, dans la technique. Et il répète les mouvements. Et puis à un moment, le maître d'armes crée un peu d'incertitude pour que le tireur puisse s'adapter. Et puis en fonction de la distance, de la position de la main. Voilà. Donc, la leçon, c'est 2 ou 3 fois par semaine pour un escrimeur. Des leçons entre 30 et 45 minutes. En plus des séances d'assaut. On va dire au moins 3 séances d'assaut par semaine. Et après, il y a toute la préparation physique. Désormais, en tout cas, les Français, ils ont un préparateur physique, un préparateur qui les échauffe, parfois de manière spécifique et individualisée. Il y a du renforcement musculaire, aussi avec le préparateur physique ou en salle de musculation. Chacun a son propre programme en fonction de ce dont il a besoin. Donc voilà, tout ça, c'est... Seulement en salle de musculation ? Ça peut être dans la salle d'escrime avec des parcours training, avec des Swiss ball, medicine ball, enfin voilà tout ce qu'on peut utiliser, beaucoup de jeux aussi avec de la balle pour de la coordination. Donc il n'y a pas que de la muscu parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les excès de la muscu et prendre trop de volume, ça limiterait l'amplitude qu'on peut avoir. Et puis prendre un peu trop de poids en muscu, c'est plus de surface valable pour l'adversaire. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et le cardio alors, il se travaille comment ? Seulement dans les phases d'assaut ? Beaucoup en spécifique sur les séances d'assaut, mais pour ceux qui pêchent un peu là-dessus, on peut aller le travailler, le cardio, tout simplement en allant courir ou en faisant des séances de vélo, en fractionné. Ça peut permettre d'améliorer le cardio. Certains tireurs ont besoin plus de travailler le cardio que le côté puissance. Et Garozzo. Allez, ça touche pour Garozzo. Il est en train de revenir dans le match. Faire 11-8, c'est lui qui redémarre en premier. Ça joue vraiment pas à grand chose là. À 3 touches de l'égalisation pour Garozzo. Comme on vous le disait, il est capable de tout. Et de revenir du diable Vauvert comme il est en train de le faire. Je pense qu'il va revenir. Wow. Même s'il est gêné par Hitkin. Oh là là, quelle sérénité quand même là de Hitkin. C'est pas du tout précipité. Et ça touche direct avec une main haute. Là, c'est venu toucher à la limite du masque de la bavette. Il peut faire très mal ce point. Psychologiquement pour Garozzo. La riposte de Garozzo qui touche pas. Ouais, 49 secondes dans ce premier tiers-temps. J'aurais tendance à dire qu'il faut pas que ça se finisse dans le premier tiers-temps pour Garozzo pour espérer quand même recoller. Et il a été gêné là, Garozzo, pour sa riposte. On a vu l'Américain Hitkin le coller, mais il est à la limite de la faute. Il ne sera pas sanctionné, l'Américain. Parce qu'évidemment, en escrime, on doit éviter le corps à corps. Et là, il est venu se coller à l'Italien pour éviter la riposte. Il était vraiment
C'était à la limite. Il y a peut-être un arbitrage vidéo, justement pour vérifier qu'il n'y a pas une faute du côté de l'Américain. Alors Nick Itkin qui va venir titiller la hiérarchie américaine pour une qualification en vue des Jeux Olympiques, mais du côté de la délégation italienne, comment ça se passe au niveau des égos entre le champion olympique et le numéro 1 mondial, Focconi? Je pense qu'ils savent que l'un comme l'autre, ils ont besoin de l'autre. Donc Focconi et Garozzo, les deux, ils seront dans l'équipe. Après, je pense qu'un Cassara, Andrea Cassara, il sera toujours là. On l'a vu, même si sur Erwan Lepéchou, il a pris 15-6 en tableau de 16. Cassara, ça reste quand même très très fort. Et puis après, y a d'autres tireurs. Giorgio Avola, un jeune aussi qui peut monter, une Guardiola. Faut voir. Les Italiens, ça reste une équipe aussi quand même avec des cadres, un peu comme chez les Français. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse surprise. Et c'est un très beau match, en tout cas, auquel on assiste entre l'Américain et l'Italien. Garozzo face à Nick Itkin. L'année dernière, c'est un autre Américain, Maynard, qui avait affronté Focconi. Il défend très bien. Et Itkin qui va marquer une nouvelle fois. Il défend très bien parce que Garozzo, qui aime bien être dans son pressing, aller vers l'avant, il n'arrive pas à l'installer. Il avance, mais dès qu'il avance, la pointe de l'Américain est toujours menaçante. Et là, il s'est fait toucher. Et à une touche. Une touche. Il ne reviendra pas. De la victoire. Alors Brice Guyard nous dit qu'il ne reviendra pas. Attention à Daniele Garozzo. Il est trop fort là, Itkin. Il est bon partout en fait. Il est bon au milieu de piste. Il est bon quand il est dans son dernier mètre acculé. Et tellement serein. Il est bon vers l'avant. Il est serein, il touche jamais non valable, il est toujours en surface. Enfin voilà. Et puis il est hyper concentré, hyper lucide. Enfin bon voilà. Et un nouvel Américain à Paris qui vient s'imposer ici dans le challenge international. Il peut lever les bras au ciel. Il aura son affiche l'année prochaine en haut de Coubertin. Nick Itkin qui a surpris tout son monde. Il faisait office d'outsider et il vient s'imposer ici dans ce challenge international de Paris face, s'il vous plaît, au champion olympique Daniele Garozzo. C'est beau, à 20 ans là, comme ça, de venir l'année des Jeux, gagner un tournoi de Coupe du Monde et dire je suis là, faut raconter sur moi quand même au jeu. Et il a le triomphe modeste, hein, vous le voyez dans ses rictus. Alors on le voit, il est très très content, mais on sent qu'il a déjà beaucoup d'assurance. Nick Itkin sur lequel il faudra compter pour les prochains Jeux Olympiques. Et pour le relais, demain, américain. Ça va être intéressant de le voir, parce que là, je pense qu'il sera dans l'équipe demain, c'est sûr, ils vont le tester. Il y était lors de la précédente Coupe du Monde, lors de la première manche de Coupe du Monde, du côté de l'Allemagne. Donc ils ont sorti Miles Chamley-Watson, d'ailleurs, que j'ai pas vu dans le tableau de 64 là. Ça veut dire que c'est leur 4e homme, mais ça va peut-être être plus que le 4e homme pour les Jeux. Il va peut-être prendre une place à la fois individuelle et par équipe. Donc voilà un petit jeune qui bouscule l'ordre établi sur la nation numéro 1 du fleuret homme actuel. Et on revoit en ralenti les meilleures touches. C'est un escrime qui vous plaît là aussi, Brice, parce que voilà, il est attaquant, il n'est pas attentif et il a beaucoup de style. Ouais, complètement. Il s'est très bien contré aussi en défense, mais il a des phases offensives aussi très fortes, très bien amenées, bien construit de la pointe. C'est fluide, c'est propre, c'est du coup facile à arbitrer finalement. Et ça, c'est typique de tireur franc et avec un jeu techniquement et tactiquement bien construit. Donc ouais, très belle découverte. Daniele Garozzo qui aura réussi à aller chercher la finale, mais qui est tombé sur un os. L'Américain Nick Itkin a seulement 20 ans, qui vient s'imposer donc dans ce challenge international parisien. Alors on n'aura pas de Français pour l'instant en individuel qualifié, sauf Bertin, qui pour l'instant est le premier des qualifiés chez les Français. Il y aura donc une dernière Coupe du Monde. Il y aura encore plusieurs Grands Prix et plusieurs Coupes du Monde à l'issue de la saison et parmi les épreuves qualificatives. Mais
vous nous avez dit, Brice, que le sélectionneur allait en prendre qu'une. En fait, c'est sur le casting. L'équipe de France, elle sera au jeu au vu de ces résultats. Ils ne peuvent pas être rattrapés par les autres nations. Maintenant, demain, il faut qu'ils soignent leur classement. C'est pour ça que c'est quand même hyper important. Mais je parlais en individuel. Mais, du coup, oui, on ne sait pas qui parmi les Français tirera l'individuel. Donc, Julien Mertens a gagné l'épreuve de Coupe du Monde. Ça le place pour l'instant premier au point des Français. Mais là, avec Coubertin, Enzo Lefort remarque des points. Donc, je ne sais pas s'il repasse premier au point ou pas. Mais en tout cas, il y aura encore 2 Coupes du Monde individuelles où les Français vont pouvoir continuer à marquer des points. Une chose est sûre, c'est que parmi les 3 en individuel, ça va se jouer entre Julien Mertens, Enzo Lefort, Erwan Le Péchou, Maxime Poty. Il y en a un des 4 qui malheureusement ne fera pas l'individuel. Et après, sur la composition de l'équipe, ça c'est encore une autre histoire, mais les 4 on les a pour les jeux, ils sont plutôt là. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait une surprise d'un jeune français. Le niveau est pas encore assez fort vis-à-vis des 4 là qu'on vient de citer. Le challenge international de Paris qui a vu la victoire il y a quelques instants donc de l'américain Nick Hitkin. Demain, on vous en a parlé et on va continuer de le teaser parce que ça va forcément être encore plus important qu'en 2019 où l'équipe de France avait terminé, si je ne dis pas de bêtises, 5e avec un dernier match face au Japon. Ils les avaient éliminés pour aller chercher le top 5 de challenge international. Ils ne l'ont jamais remporté et c'est l'équipe sur le papier la plus en forme parce qu'ils ont battu les Américains lors de la première manche de Coupe du Monde. Donc ce sera demain à suivre à partir de 16h25. Et c'est d'autant plus important pour les Français, en rapport avec ce que je viens de dire, c'est que c'est important pour chaque tireur de montrer que par équipe, il apporte aussi en tant que relayeur et qu'il est indispensable du coup d'être dans ces 3 qui composeront l'équipe et donc qui seront en individuel au jeu. Donc c'est aussi hyper important pour chacun d'eux de montrer la place obligatoire et nécessaire qu'ils ont dans cette équipe. Donc c'est quand même très en tête, ça va être très intéressant de suivre ce tournoi demain. Donc là maintenant on va aller mettre les jambes en l'air, récupérer, prendre une bonne douche, une bonne nuit de sommeil et se concentrer donc sur le par équipe avec l'équipe de France dont Brice, on est d'accord, qui fait partie des favorites pour l'épreuve de demain. Je viens de recevoir, je suis désolé, je viens de recevoir un SMS de Maxime Poty là qui m'explique qu'il a contracté une petite blessure aujourd'hui. Il ne sera pas du coup dans l'équipe demain et ce sera du coup Jérémy Cadeau qui prendra sa place dans l'équipe demain. Voilà, donc ça doit être à mon avis, ça doit être un petit pet, un petit truc, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques non plus et de l'exposer Maxime Poty, donc Jérémy Cadeau sera dans l'équipe. Espérons que ce ne soit pas grave pour Maxime Poty, l'enfant d'ici les Moulineaux, celui qui a tiré devant son public aujourd'hui, mais qui n'aura pas démérité parce qu'il a fait voilà, une superbe épreuve. Et on espère donc que ce sera sans gravité qu'il abordera la suite de la saison. Allez, d'ici quelques secondes, nous allons retrouver Claire Bricogne en direct de Narbonne pour le match de Fédéral 1, la suite du rugby et de la saison avec la 13e journée et ce gros match entre Narbonne et Nice. Nous, on se donne rendez-vous demain pour l'épreuve par équipe à 16h25 en compagnie de Brice Guyard. Avec plaisir, bonne soirée. Allez Claire, on vous retrouve pour la 13e journée de Fédéral 1 en direct de Narbonne.